cassette. Cheikh Ahmadou Bamba, merci à vous. Dans un moment avec M. Samb. Bonsoir, Batou Meng, Daouda Mané, Maïmouna Taw. Je salue votre professeur. Bonsoir à vous. Fallou, merci Fallou d'être là. Nous allons parler de droit aujourd'hui. Le droit. Le droit de la concurrence avec le professeur Samb. Dans un instant. Est-ce que vous nous recevez correctement avant qu'on démarre là? Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, Papa Lune Sec de Bill Jobs Institute. Merci. Merci à vous. Bonsoir, Samb. Bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes là, qui suivez M. Samb en direct sur Marketing TV Monde. On commence dans 2 minutes. On sera accompagné de Baba Maza.
Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Marketing TV Monde, accompagné d'un professeur de droit, d'un spécialiste du droit. Certains vont se poser la question à savoir qu'est-ce que le droit fait sur la télévision du marketing, mais vous savez que tous les secteurs sont régulés. Raison pour laquelle nous avons invité notre frère, M. Malibeng, pour discuter, pour qu'il nous parle du droit de la concurrence. On va voir avec M. Samb beaucoup de choses. On va voir comment, ou bien les lois qui encadrent la concurrence au Sénégal, est-ce que chacun peut faire ce qu'il veut en matière de publicité, en matière de fixation de prix. Nous allons également aller plus loin et voir un peu le marché commun de l'UEMOA, comment fonctionne le droit. Voilà à peu près ce qu'on va débattre avec M. Malik Samb. Merci M. Maham Diallo, il est connecté, M. Diallo, il vous aussi. M. Diallo, j'espère que la semaine prochaine, je vous aurai la semaine prochaine, j'espère que. M. Malik Samb. M. Malik Samb, bonsoir. Bonsoir, je sais. Merci d'être sur le plateau de Marketing TV Monde pour parler d'une discipline qui est très en relation avec le marketing parce que nous, marketeurs, des fois, on nous taxe de personnes qui font ce qu'ils veulent. Et là, le droit est là pour nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne doit pas, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Monsieur Samb, bonsoir. Bonsoir. Nous allons vous laisser vous présenter à nos chers internautes, à vos publics, à vos étudiants, à vos collègues qui vous suivent. Merci à toutes et à tous. C'est une fierté immense qui m'anime sur le plateau de Marketing TV. C'est une occasion d'une grande importance qui est offerte pour que je puisse parler d'une discipline, je dirais même d'une passion, qui est le droit. Et je dois également remercier M. Sek de cette belle occasion qu'il m'a offerte pour que je puisse avoir la possibilité de parler à tous, mais principalement à mes étudiants. Ils sont certainement très, très nombreux à me suivre. C'est ça. C'est ça. M. Samb, qui est M. Malik Samb? Alors, je vais être bref pour parler de la personne, M. Malik Samb. Il est une modeste personne qui a fait une formation en droit, précisément en droit des affaires, dans laquelle discipline j'ai obtenu une maîtrise, mais aussi j'ai obtenu un diplôme de troisième cycle, un diplôme d'études approfondies à l'école doctorale régionale africaine de Dakar. Après cela, j'ai commencé à dispenser des cours dans le domaine du droit des affaires, dans beaucoup d'établissements de la place, principalement à l'université de Dakar, où je donne un cours de droit bancaire. Je fréquente également l'université Nelson Mandela, où je donne un cours de droit du crédit. Mais aussi, je fréquente l'université Amadou Hampâté-Bâ, où je donne un cours de droit bancaire. Mais aussi à Philure, où je dispense un cours de droit de la concurrence, et à Biliops Institute, où je donne un cours de droit des affaires. Voilà, entre autres, de manière un peu ramassée, le parcours un peu modeste. Très riche, très riche. Et M. Samb faisait cours jusqu'à 19h. C'est après 19h qu'il est venu ici pour nous animer cette émission. M. Samb, merci infiniment de ma part et de la part de toutes les personnes qui sont connectées et qui vous suivent. Vous savez, nous sommes dans un secteur, dans un monde très concurrentiel. Aujourd'hui, le monopole, il n'y a plus de monopole. Presque tous les secteurs sont des secteurs fortement concurrentiels, notamment dans les écoles de formation, il y en a beaucoup. Dans les produits alimentaires, rien que sur cette table, on a 3 marques d'eau. Si on parle de boissons, ça va au-delà de 10 dans le studio. Monsieur Samb, est-ce que chacun peut faire ce qu'il veut sur le marché? Bon, je dirais non, parce que le marché est un milieu où il y a une réglementation. Et cette réglementation a prévu des comportements que les acteurs économiques se doivent de respecter, à défaut de quoi ils s'exposent à des sanctions. Et ça, c'est logique parce que, comme vous le savez, je sais, le monde économique, ou je dirais même la vie des affaires, est une vie où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs, et chacun de ces acteurs est animé par l'ambition d'être au-devant des autres. Et dans un tel contexte, il n'est pas possible de laisser les acteurs se plaindre de se comporter de manière anormale. Parce que dans un tel cas, l'État
aurait subi des conséquences incommensurables, étant entendu que les acteurs économiques participent à l'animation de la vie économique, il va falloir que l'État intervienne pour réguler le marché de manière à ce que l'atmosphère dans laquelle les entreprises évoluent soit une atmosphère favorable à leur épanouissement, mais aussi protéger en même temps les consommateurs. Donc, cela me permet de dire que dans le marché, il n'est pas permis à n'importe qui de se comporter de la manière la plus permissible possible. D'accord, il y a donc un droit Absolument. qui régule la concurrence. Ouais. Ce qu'on appelle le droit de la concurrence. Justement. Est-ce qu'on peut avoir la définition, M. Samb, du droit de la concurrence? Bon, définir le droit de la concurrence ne serait pas difficile. Alors, je vais choisir une définition très simple. Comme on peut dire que le droit du travail a pour objet d'organiser les relations de travail entre l'entreprise et son personnel, le droit bancaire également a pour objet d'encadrer les relations entre les établissements de crédit et la clientèle. Il en est de même pour le droit de la concurrence. C'est un ensemble de règles qui s'inscrivent dans l'esprit de réguler la compétition qui règne entre les acteurs économiques. D'accord. Parce que si les acteurs économiques ne sont pas organisés, ne sont pas réglementés, je dirais, ils auraient la possibilité de se comporter de manière à compromettre le libre fonctionnement du marché. Donc cela nous permet de dire que le droit de la concurrence, son objet, c'est réguler, assainir, organiser le milieu des affaires de façon à ce que le milieu soit favorable. Est-ce qu'il y a des lois, mais une loi qui encadre tout ce qui est concurrence au niveau du Sénégal? Oui, je pense que sur cette question, le Sénégal a pris une initiative depuis très longtemps. Parce que dès 1965, déjà, le Sénégal avait adopté une réglementation qui porte sur la vie économique, qui porte sur l'animation concurrentielle. Il s'agit de la loi numéro 65-25, 4 mars 1965. Maintenant, cette loi, on l'appliquait jusqu'en 1994. Vous savez, dans le domaine économique, il y a beaucoup de réalités, et parce que c'est un milieu qui évolue de jour en jour. Et cette évolution explique avec pertinence la mise en place d'une nouvelle réglementation qui vient pour remplacer celle de 1965. Parce que la loi de 1965 a fini par montrer ses limites. Au regard de l'évolution de la vie économique, au regard de l'évolution des réalités économiques, il fallait normalement regarder les réalités du milieu et à partir de ces réalités, adopter une nouvelle réglementation qui vient donner du sang neuf à la réglementation. Et c'est actuellement la loi numéro 94-63 du 22 août 1994. Donc, à l'heure où je parle, c'est cette loi qui encadre la dimension concurrentielle au Sénégal. Et qu'est-ce qu'elle stipule, si j'ai bien vu? En fait, cette loi s'inscrit dans une logique ambivalente. D'une part, elle vise à protéger les acteurs économiques pour leur permettre d'évoluer dans une atmosphère favorable à leur performance. Mais d'autre part, cette loi a pour objectif de protéger les consommateurs. Vous savez, à chaque fois qu'une loi est adoptée, elle est accompagnée par ce qu'on appelle un exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, on peut le voir comme une sorte d'introduction dans laquelle le législateur explique les raisons qui ont justifié l'adoption de la loi. Alors, à partir de cet exposé des motifs, il est clair que l'objectif fixé, ou les deux objectifs poursuivis par cette loi, c'est d'abord protéger le consommateur, mais ensuite garantir aux acteurs économiques un environnement favorable à leur activité. Parce qu'il ne faut pas oublier que les acteurs économiques occupent une place importante dans une économie. S'ils ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas assistés, ils ne sont pas réglementés, leur comportement pourrait être dévastateur. Pourquoi? Parce que c'est un jeu plein d'enjeux. Il n'est pas normal, encore moins logique, de donner l'occasion à chacun de se comporter comme il veut. C'est pourquoi la loi est adoptée de manière à garantir cet environnement favorable. Et je dois vous dire au passage que cette loi a été adoptée dans un contexte assez particulier. Il faut comprendre qu'en 1994, il y a eu la dévaluation de franc CFA, le 1er janvier 1994. Étant entendu que la monnaie supporte une économie
Si on évalue le franc CFA, inéluctablement, il y aura des conséquences sur le plan économique. Et c'est dans ce contexte que l'État du Sénégal a mis en place cette réglementation qui vient pour réorganiser la vie économique, réorganiser le jeu de la concurrence de manière à garantir aussi bien aux acteurs qu'aux consommateurs un environnement adéquat. Voilà un peu le sens et l'importance de cette réglementation. Merci, M. Samb. Il y a des gens qui réagissent, qui posent des questions. On va parler d'actualité. Vous avez suivi l'actualité d'une marque qui a créé un packaging qu'on a retiré du marché, je crois, récemment, et à laquelle on a demandé de payer une amende de 10 millions. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Au Sénégal. Oui, ici, hein. En fait, la marque a un packaging qui ressemble un peu au packaging des produits alimentaires. Et on a demandé à la marque de retirer son produit du marché. Est-ce qu'il y a une loi qui encadre les emballages au Sénégal? Les emballages, en fait, tout cela, on peut le mettre dans le cadre de la loi sur la concurrence. D'accord. Parce que dans cette loi, il y a des dispositions qui portent sur les acteurs économiques, ce qui leur est permis et ce qui ne leur est pas permis. Il n'est pas normal que l'on laisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque acteur faire n'importe quoi, ou bien, parce que cela pourrait déstabiliser le marché. Tout à fait, tout à fait. Monsieur René, je vais poser votre question tout à l'heure. Monsieur Samb, qu'est-ce qu'on appelle concurrence déloyale? Alors, la concurrence déloyale, vous savez, la concurrence, principalement, on ne peut pas l'interdire. La concurrence, on ne peut pas l'interdire du tout. Alors, je vais convoquer la Constitution. Dans la Constitution, il est reconnu ce qu'on appelle la liberté du commerce et de l'industrie, également appelée liberté d'entreprendre. Si le constituant sénégalais a reconnu la liberté du commerce et de l'industrie dans la Constitution, c'est parce qu'il donne beaucoup d'importance à cette liberté. Parce que les libertés qui sont reconnues dans la Constitution, on les appelle les libertés fondamentales. Cette liberté, elle est tellement fondamentale, tellement importante, qu'on l'a prévue dans la Constitution. Maintenant, si on reconnaît la liberté du commerce et de l'industrie, et de l'autre côté, on interdit la concurrence, il y aurait une incohérence. C'est pourquoi je dis que la concurrence en soi, elle n'est pas à interdire. Au contraire, on doit la promouvoir. Parce que dans un marché concurrentiel, les acteurs vont en tirer profit, parce que cela va amener les acteurs à faire des efforts. Même le consommateur en profite. Le consommateur également en profite. Parce que si le marché est concurrentiel, les acteurs sont appelés à produire en quantité, mais aussi en qualité, mais aussi du point de vue financier, le produit sera accessible. Tout à fait. Parce que chaque acteur fera tout pour plaire aux consommateurs. Et c'est cela qui va permettre aux consommateurs d'avoir entre ses mains une palette de choix. Je prends l'exemple de la téléphonie mobile. Avant, moi, je me suis abonné avec la somme de 22 500. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Alizé. Mais avec l'arrivée de Tigo, avec l'arrivée de Expresso, on a vu que Orange a revu sa politique commerciale. Parce qu'elle s'est dit que je ne suis plus la seule dans le marché. Il va falloir que je revoie ma politique commerciale, sinon les autres vont me devancer. Et c'est cela qui permet de comprendre que la concurrence, on ne doit pas l'interdire. Parce qu'elle est bonne aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce que la concurrence déloyale? Moi, je dis que quand on dit concurrence, elle doit être loyale, elle doit être morale, elle doit être normale. Pourquoi? Parce que la concurrence, je la vois comme une compétition, comme une rivalité. Il n'est pas interdit aux acteurs économiques de se rivaliser, parce que c'est la loi du marché qui l'impose, mais on ne peut pas leur permettre d'avoir des comportements anormaux. On ne peut pas leur permettre de se comporter de manière à compromettre les libertés reconnues aux autres. Parce qu'on a l'habitude d'entendre dire, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, partant de là, la concurrence déloyale, on peut l'avoir comme exemple. Tout comportement de la part d'un acteur économique malhonnête, parce que étant teinté tout simplement par l'intention de nuire aux autres. Je prends un exemple. Nous sommes deux concurrents, parce que nous sommes dans le même domaine. Nous produisons les mêmes actifs, nous offrons les mêmes produits à la même clientèle. Maintenant, de ce fait, on est dans une rivalité, on est dans une compétition. Et cette compétition, elle doit être saine, elle doit être loyale. Parce que si elle n'est pas saine, si elle n'est pas loyale, elle est déloyale. Et c'est cela qu'on appelle la concurrence déloyale. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, en prenant l'exemple,
Je prends l'exemple d'une fille. Il y a deux concurrents, deux rivaux autour de la même fille. Chacun de ces deux rivaux a le droit de tout faire pour plaire à la fille, de tout faire pour l'orienter vers lui. Ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle une concurrence saine. OK? Mais si l'un des rivaux a un comportement qui est justement animé par l'intention de tenir l'image de l'autre, en lui disant, il ne faut pas s'intéresser à tel parce que c'est un faux rien, il ne représente rien, alors là, il est en train de le dénigrer dans la simple intention d'orienter les sentiments de la fille vers sa personne. Et ça se comporte appelé une concurrence déloyale. N'est-ce pas? Donc, toutes les fois qu'un acteur économique a un comportement malhonnête, parce qu'il critique les produits de l'autre, parce qu'il ternit son image, parce qu'il veut confondre ses produits avec les produits de l'autre, de manière à semer le doute dans l'esprit de la clientèle, alors dans ce cas, on peut dire qu'il y a une concurrence déloyale. C'est une concurrence malhonnête. D'accord. Merci, M. Samb, c'est ce qui est très important. Si on revient, M. Samb, au cas des marques maintenant. Si vous avez votre marque Pepsi, est-ce que moi je peux créer une marque proche de Pepsi, par exemple Lepsi par exemple? Est-ce que ça c'est loyal? Bon, cela vous mettre en confusion. Pepsi. En tout cas, cela vous mettre en confusion. Parce que si la marque est protégée, aucun autre acteur n'a le droit de reprendre la marque. Parce que cela peut véritablement déstabiliser le propriétaire de cette marque. Maintenant, on voit ces genres de pratiques. Adidas, on voit Abibas. On sait qu'entre Adidas et Abibas, il n'y a que le D et le D. Donc cela peut véritablement créer un certain loyal. Maintenant, je reviens aux marques toujours. Une marque nationale, une marque locale qui n'a pas beaucoup de moyens financiers. Est-ce qu'elle peut rivaliser de façon loyale avec une multinationale comme Coca-Cola? Est-ce que les moyens sont les mêmes? Non. Là où moi j'ai un budget de 2 millions, alors que la multinationale a un budget égal au PIB de la CEDEAO, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une concurrence loyale à ce niveau-là? Bon, là je dirais non. Parce que il faut qu'on est au même pied, je dirais. Parce que quand on parle de concurrence, il y a une compétition, il y a une rivalité. Mais si l'un des acteurs est beaucoup plus fort, parce que financièrement, techniquement, il est au-delà ou bien il devance l'autre, alors là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que quoi que l'autre puisse faire, il sera toujours dominé par. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, les moyens sont importants. Vous prenez l'exemple de Coca-Cola, mais le budget de la publicité de Coca-Cola, c'est un montant faramineux. À partir de ce moment, vouloir rivaliser avec la compagnie Coca-Cola, moi je dirais que ce n'est pas anormal, mais ce ne sera pas facile. D'accord. Parce que dans le domaine du marché, les moyens financiers ont une importance capitale. D'accord. Est-ce qu'en matière de prix, moi, je peux baisser mon prix pour causer des problèmes à multinationales au niveau local? En fait, par rapport au prix, vous savez, il y a certains prix qui sont homologués. Ça, c'est pour toujours essayer de réguler le marché. Parce que la vente à perte peut être considérée comme étant une pratique restrictive de concurrence. On n'a pas le droit de baisser de manière anormalement bas le prix, parce que cela va facilement casser le jeu, va facilement pousser le jeu de la concurrence. Alors là, il peut y avoir une certaine homologation de certains prix, de manière à ce que les concurrents ne se permettent pas d'avoir des comportements qui seraient fatals aux autres. Et en matière de publicité? Oui, la publicité aussi, c'est un domaine où il y a beaucoup de problèmes. Il y a une loi qui porte sur la publicité, elle a été adoptée en 1983, mais moi je pense que cette loi n'est pas du tout respectée par les acteurs. Rien qu'à regarder l'écran de télé, tu vois certaines pubs qui y passent, tu sens nettement que les règles de base de la publicité ne sont pas vraiment violées. Parce que la publicité, elle ne doit pas être mensongère. Dans cette loi de 1994, à l'article 32, on parle de la publicité commerciale, ou bien de l'information commerciale. Maintenant, le législateur dit aux acteurs économiques que vous avez le droit de faire la promotion de vos produits. Mais il ne faut jamais donner des informations erronées. Parce que si on fait la publicité de ce produit, mais les informations qu'on donne sur ce produit ne sont pas bonnes, parce qu'elles sont erronées, elles sont fallacieuses, elles sont inexactes. Là, on peut dire que le producteur n'a que l'intention de tromper le consommateur de manière à l'amener à acheter le produit. Une telle publicité n'est pas autorisée parce que c'est une publicité marchande. On la considère même comme étant un délit.
Un délit. Ah, bien sûr, parce qu'il ne faut pas tromper le consommateur. D'accord. Ça, toujours, c'est pour organiser le marché. Sinon, on pourrait se permettre de vendre un produit et de dire n'importe quoi sur le produit, alors qu'en réalité, les informations fournies sur le produit ne sont pas les bonnes informations. Est-ce que dans une publicité, j'ai peux citer un concurrent au Sénégal? Citer un concurrent directement. Oui. Est-ce que c'est possible? Dire que oui, je fais plus que. D'accord, oui, je fais. Non, là, c'est également on peut quand même faire allusion aux autres. De façon. De manière imagée. Effectivement. Bon, mon produit est le meilleur sur le marché. Bon, là, les autres n'ont pas le droit de dire que je suis en train de faire une concurrence parallèle. Parce que les autres, je ne parle de personne. J'ai le droit le plus élémentaire de dire que mon produit est le meilleur sur le marché. Mais quand je dis que oui, le produit que je présente est beaucoup plus de qualité que le produit de tel, alors là, on est en train de délivrer et de le produit de l'autre. D'accord. Mais nous, en marketing, on nous dit, en tant que vendeur, il ne faut jamais citer même le mot concurrent. Il est même préférable de parler de confrères, nos confrères de Tigo, si nous travaillons chez Orange, nos confrères d'Expresso, si nous travaillons chez Tigo, je dis nos concurrents. Tout ça, je crois que c'est pour éviter des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques concurrentielles déloyales, c'est ça? Oui, des pratiques. Monsieur Samb, je rappelle que nous recevons Monsieur Malik Samb et nous parlons aujourd'hui de droit de la concurrence. Monsieur Samb, nous avons parlé du cas du Sénégal. Est-ce qu'il y a une réglementation au niveau du marché commun de l'UEMOA? Ah, bien sûr, il y a une réglementation au niveau du marché commun de l'UEMOA. Parce que, comme vous le savez, l'UEMOA est une zone monétaire, une zone économique composée de 8 États, parmi lesquels États, on a le Sénégal, on a le Burkina, on a le Mali, la Côte d'Ivoire, entre autres. Maintenant, entre ces 8 États, on a comme l'impression qu'il n'y a plus de frontières. Les entreprises burkinabées ont la possibilité de produire et de commercialiser le produit sur le marché sénégalais. Parce qu'en réalité, nous sommes dans le même marché. Au marché commun. Merci. Maintenant, étant dans un tel contexte, il est normal de mettre en place une réglementation qui vient organiser la concurrence au sein du marché commun. Alors, l'UEMOA l'a fait. Déjà, dans le traité de l'UEMOA, on a évoqué la concurrence. Mais vous savez, dans le traité, on ne peut pas entrer dans les détails. On a juste évoqué la dimension concurrentielle. Tout à fait. Il fallait que l'UEMOA adopte d'autres règles. Et ces règles-là portent exclusivement sur la concurrence. Il s'agit de 3 règlements et de 2 directives qui ont été adoptées le 23 mai 2002. Alors, depuis 2002, nous avons cette réglementation qui s'applique au sein du marché commun de l'UEMOA. Et ces 3 règlements et ces 2 directives viennent compléter le traité de l'UEMOA. Maintenant, la réglementation communautaire de l'UEMOA est en adéquation avec les lois nationales des différents États de l'organisation. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le droit interne et le droit communautaire. Le droit communautaire plus le droit. Absolument. Maintenant, vous me permettez de vous donner une précision. Dans la réglementation de l'UEMOA de 2002, il est demandé à tout État membre de tout faire pour adapter sa réglementation à la réglementation communautaire. Étant donné que la réglementation communautaire est au-dessus, il n'est pas logique, il n'est pas normal que les lois nationales soient en désharmonie avec la réglementation communautaire. C'est dans cette logique qu'on leur a demandé de tout faire pour harmoniser leur loi nationale à la règle communautaire. On leur avait donné un délai. On avait dit aux États que vous avez jusqu'au 30 décembre 2002 pour adapter vos règles nationales à la règle communautaire. Parce qu'il se peut que dans la règle malienne ou dans la loi burkinabé, il se peut qu'il y ait une certaine contradiction entre la loi nationale et la règle communautaire. Alors, mais ce qui est malheureux, c'est que le Sénégal, par exemple, depuis 2002, il devait normalement revoir la loi de 1994 sur laquelle on a parlé tout à l'heure. Elle n'est pas levée. Du tout. Ça fait 17 ans que le Sénégal garde toujours sa réglementation. Alors que normalement, depuis 2002, comme le Mali l'a fait, le Mali a revu sa loi nationale de manière à l'adapter à la réglementation communautaire. Mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je dirais tous les autres États prennent des pieds. Mais le cas sénégalais me désole parce que je suis un Sénégalais. Et devant mes étudiants, je explique la relation entre la loi communautaire, la loi nationale. Mais quand je leur dis que le Sénégal prend les pieds, mais ça me désole un peu. Il faut mettre à jour. Naturellement. Donc il fallait nécessairement
revoir la loi de 94 de manière à l'adapter à la règle communautaire. Je vous donne un exemple. Dans la règle communautaire, il est prévu que toutes les pratiques anticoncurrentielles, quand on dit pratiques anticoncurrentielles, c'est les ententes, c'est la position dominante. Quand il y a pratique anticoncurrentielle au Sénégal, ou bien au Mali, ou bien en Côte d'Ivoire, pour régler ce problème, on doit impérativement saisir la commission de l'UEMOA, qui a une compétence exclusive. Or, dans la loi sénégalaise, il est prévu que les pratiques anticoncurrentielles sont de la compétence de la Commission nationale de la concurrence. Voyez donc, donc, il y a un problème. Tout à fait. Donc aujourd'hui, dans la loi sénégalaise, en cas de pratique anticoncurrentielle, c'est la Commission nationale qui doit être saisie. Or, aujourd'hui, les mois a prévu que les pratiques anticoncurrentielles sont de la compétence exclusive de la Commission de l'UEMOA. Voilà un exemple par lequel on comprend l'intérêt pour le Sénégal de revoir sa loi de manière à l'adapter à la réglementation communautaire, ce qu'il n'a pas encore fait. Merci, Richard. Vous avez parlé d'entente et d'abus de position dominante. Qu'est-ce que l'entente? Qu'est-ce que l'abus de position dominante? L'entente et l'abus de position dominante sont considérés comme des pratiques. D'ailleurs, le règlement numéro 02-2002-2003, comme des pratiques anticoncurrentielles. Il y a entente lorsque deux ou plusieurs entreprises forment une coalition pour casser un peu le rythme de la concurrence, pour baisser les prix ou bien pour favoriser une augmentation des prix. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Deux firmes pharmaceutiques s'étaient coalisées. Il y a un pharmacien qui posait la question de Deux firmes pharmaceutiques s'étaient coalisées pour favoriser la baisse de certains vitamines. Et ce comportement a été fustigé devant la Commission européenne qui n'a pas manqué de les sanctionner sévèrement avec une lourde amende. Il n'est pas normal que deux ou plusieurs entreprises se coalisent parce que cela est possible. Si l'entente est licite, on ne l'interdit pas. Parce que l'entente, c'est un accord. Et l'accord, c'est le contrat. Il n'est pas possible d'interdire aux entreprises de faire des contrats. Parce qu'elles en ont besoin dans la production comme dans la distribution. Mais à chaque fois que l'entente s'inscrit dans l'esprit de fausser le jeu de la concurrence, elle devient illicite. Et automatiquement, on l'interdit. Parce qu'il n'est pas normal qu'on laisse les entreprises former des coalitions, toujours dans le but de fausser le jeu de la concurrence. Alors, l'abus de position dominante, c'est lorsqu'une entreprise qui domine les autres, parce que dans son domaine, elle est leader. Alors, elle est dans une position de domination. Être dans une position de domination n'est pas une faute en soi. Parce que toute entreprise a le droit le plus élémentaire d'être leader dans son domaine. Mais ce qui est interdit, c'est le fait d'abuser de cette domination. Parce que si on le fait, on va piétiner les autres. Qu'est-ce qu'on n'allait pas abuser de cette domination? Abuser de cette domination, c'est fixer des conditions de vente qui ne sont pas normales. Par exemple, je dis à mes partenaires, je ne peux pas vendre moins de 50 articles, à prendre ou à laisser. Et en cherchant qu'ils n'ont pas la possibilité de s'approvisionner chez autrui ou bien chez l'autre, c'est moi qui suis leader et je peux me permettre de leur imposer des conditions. Alors, ça c'est une manière de leur montrer que c'est moi qui suis leader. Et de tels comportements peuvent malheureusement nuire aux intérêts des autres. Pourtant, nous, malheureusement, dans nos stratégies marketing, on demande aux entreprises de s'unir pour devenir leader. Alors, l'union en soi, comme je l'ai dit, fait la force. Et on ne peut pas l'interdire. D'accord. Mais ce qui est interdit, c'est le fait d'utiliser cette force pour nuire. Le plus souvent, on s'unit pour pouvoir nuire. Absolument. C'est ce qui est recherché malheureusement. On va marquer une petite pause pour remercier tous ceux qui sont. Merci à Mandoum Benda qui vient de se connecter d'Embaba depuis Kébémer ou Louga, je ne sais plus. Félicia Selé qui salue son professeur. Révérence Bénédiction Yoela qui salue son professeur. Merci Révérence. Maria Mandé Diallo, merci. Séraphin, merci. Mustapha Blondet, pas bien. Massou Diallo, merci Massou. Abelia, merci. Abdoulaye Amadou Sow, Mariama Yanké Diallo. Bakiki, vous savez, Bakiki, professeur de Bénédiction. C'est Koulibaly, Amadou Sow, Wairaka. Mamdou Moba, depuis Touba, ou encore, je ne sais plus, Cheikh Korohan, Nik, RH, Sarah,
Aristide Sarraga, on vous salue. Merci Sarah Amadou Mohamed Nias, Iboulaye Gueye, merci Iboulaye, Moustapha Sam, merci à toi. Yves Malak, merci mon frère Yves. Vous connaissez Yves Malak? C'est lui qui était là hier. Oui, Mamadou Diallo. Merci Adel Latouf, Somanlay Diawara. Merci Pape Modou Mbaye, merci à vous tous. Merci à vous, merci. Amadou Diop, Astou Gueye. Vous avez parlé tout à l'heure de réglementation communautaire. Ouais. Est-ce qu'avec la réglementation communautaire, on est un peu, par exemple, interdire, est-ce que le Sénégal peut interdire aux Ivoiriens de vendre leurs bananes au Sénégal pour protéger la filière banane au niveau local? Est-ce que c'est possible? Est-ce que aussi là, vous savez, oui, les États ont leur souveraineté. La souveraineté permet au Sénégal, permet à la Côte d'Ivoire, permet au Mali de prendre des mesures qui ont pour but de protéger l'intérêt national, je dirais. Et dans ce cas, on reste de côté de la réglementation. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, quand on est dans une organisation, c'est parce qu'on a les mêmes vues, on a les mêmes vidéos, on veut avoir la même orientation. Alors, de ce fait, quand on est dans un marché commun, le Sénégal dit, bon, je ne veux pas que la banane ivoirienne soit vendue au Sénégal. La Côte d'Ivoire dit, je ne veux pas que la Chine sénégalaise soit vendue en Côte d'Ivoire. Le Burkina dit, je ne veux pas que les produits maliens soient vendus au Burkina. Mais là, on est en train de mettre des barrières. Or, la logique qui gouverne l'UEMOA, c'est créer une zone, un espace au sein duquel la libre circulation des biens est une réalité. Partant de cette idée, je peux dire que même si le Sénégal souverainement peut le faire, il n'a pas il n'aurait pas un argument qui pourrait le justifier. Parce que cela serait en désharmonie ou bien en inadéquation avec la réglementation de la concurrence. Donc il faut laisser les entreprises ivoiriennes, celles maliennes, celles burkinabées, parce que les entreprises sénégalaises également peuvent fréquenter le marché burkinabé ou bien le marché malien. On n'a aucune chance, au Sénégal, on n'a aucune chance de vendre une banane en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a même pas les mêmes formats de banane. Non, je vous dis, au Sénégal, il y a des produits sénégalais. On peut aller les commercialiser en Côte d'Ivoire. Et vice-versa, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens peuvent venir au Sénégal. Parce qu'il faut qu'il y ait cette solidarité, il faut qu'il y ait cette harmonie entre les différents États qui composent l'UEMOA. Voilà un peu la logique qui a été à la base de la création de l'UEMOA. Maintenant, si parallèlement on permet, ou bien chaque État se permet de prendre des mesures qui vont dans le sens de ses propres intérêts, on le fait, l'autre le fait. Mais finalement, c'est dans son coin. Effectivement. D'accord. Je sens qu'il y a certains qui disent que les pays, les Européens et les Américains aident leur entreprise à exporter. Des ventes jusqu'à supporter des coûts que l'entreprise devrait supporter, qui leur permet de vendre à des pays compétitifs à l'international. Est-ce que ça, c'est une pratique déloyale? Bon, je prends un exemple. C'est même pas de dumping. Je prends un exemple des Américains. Aujourd'hui, ce que Donald Trump est en train de faire, mais c'est tout simplement du protectionnisme. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors, on va permettre à l'Américain de facilement acheter un produit américain que d'acheter un produit chinois. Parce qu'on va lourdement taxer les produits chinois. Là, c'est une manière de protéger les entreprises nationales. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une préférence nationale. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Ça, c'est important. Il n'y a rien de tel. Moi, j'aimerais bien que le Sénégal prenne des dispositions nécessaires de façon à permettre aux acteurs économiques sénégalais d'être performants, d'être compétitifs, parce que ça ne va pas à l'encontre de la réglementation communautaire aussi. Bon, on n'est plus au niveau communautaire, je vous dis au niveau mondial, au niveau international. Là aussi, les efforts ne sont pas les mêmes. Je sais, c'est ce que j'ai déjà vous dire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas match entre les entreprises américaines et les entreprises européennes et les entreprises sénégalaises. Malheureusement. Et là, je dis que les États africains ont une part de responsabilité. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, mais il y a des entreprises qui doivent faire l'objet d'un accompagnement par l'État. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Si vous prenez le secteur public, bien le secteur privé national, qui a toujours décrié le fait que l'État ne leur accorde pas l'opportunité de gagner des marchés publics. Mais ça, c'est un problème. Il faut qu'on fasse face à un tel problème. Parce que quand vous demandez aux entreprises nationales de payer l'impôt, de recruter et
parallèlement, elles ne sont pas assistées, elles ne sont pas accompagnées. Mais que voulez-vous qu'elles fassent? Il y a un problème. Il faut que l'État revoie un peu sa politique économique. Je ne dis pas que l'État doit s'enfermer sur lui-même, parce que nous sommes dans la globalisation. L'État doit s'ouvrir, mais c'est une ouverture intelligente. On doit s'ouvrir, d'accord, et tout en s'ouvrant aux autres, il faut qu'on tienne compte de l'intérêt national. Et ça, malheureusement, c'est une question qui doit faire l'objet d'une grande étude. Nous en cas de pratique concurrentielle déloyale, est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, il y a des sanctions. Alors, c'est des sanctions pénales, principalement une amende. La commission de l'UEMOA est habilitée à prononcer une amende à l'encontre de l'entreprise ou des entreprises qui sont à l'origine ou bien à la base de cette pratique. La commission de l'UEMOA, le Sénégal n'est pas à jour, hein? Le Sénégal n'est pas à jour. D'accord. Et au Sénégal, qu'est-ce qui est prévu dans la loi de 1994? Donc, vous avez pas. La loi de 1994 avait prévu qu'en cas de concurrence pratique anticoncurrentielle, la commission de l'UEMOA peut infliger, la commission nationale peut infliger des sanctions, une amende à l'encontre des entreprises qui sont à l'origine de cela. Alors, comme je suis en train de parler de cette commission, je sais que vous me permettez un peu d'y insister. Voilà une commission qui a été créée en 1994. Elle est composée de 6 membres nommés pour un mandat de durée de 5 ans par décret présidentiel. Alors, il y a un moment où la commission manquait de tout. Humainement, elle souffrait. Financièrement, elle n'était pas à l'aise. Matériellement, elle n'était pas aisée. Et c'est cela qui a amené même le président d'alors, un certain M. Diawara, à faire une sortie médiatique à l'occasion de laquelle il dénonçait cette situation parce que c'est une responsabilité de l'État. Quand l'État crée une commission qui a une telle ampleur, une mission de haute facture, de haute portée économique, et l'État devait aller dans le sens de l'accompagner, de lui donner tous les moyens dont elle a besoin de manière à faire face à la mission de haute facture qui lui est assignée. Mais l'État ne l'a pas fait. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs économiques sénégalais qui ne sont même pas au courant qu'il y a une commission qui s'occupe de la concurrence au niveau national. La preuve, elle a été créée en 1994, mais la première décision qu'elle a rendue, c'est 7 ans après sa création, en 2001. Après, elle a rendu une autre décision en 2002. Et toutes les deux décisions ont été annulées par le Conseil d'État. Alors, on disait le Conseil d'État, aujourd'hui, il n'y a plus de Conseil d'État. Alors là, c'est pour vous montrer que il n'est pas important de mettre en place une commission si on ne va pas l'accompagner. Parce que si on ne l'accompagne pas, la régulation de la concurrence au motif de laquelle on a créé cette commission ne pourra pas être une réalité. Merci. Je rappelle que nous recevons M. Malick Samb et nous traitons du droit de la concurrence. Je vais terminer par les questions des internautes. M. Samb, il y a quelques questions qui nous viennent de ceux qui nous suivent. Persévérance véridique, Chion Yoela. Je veux savoir si au début de l'ouverture d'un commerce, dans le contrat, l'État nous exige une quantité de produits à mettre sur le marché. Une quantité de produits à mettre sur le marché. Non, là, je ne réponds pas, ça, c'est une question de droit. Non, l'État ne peut pas vous exiger ça. Même du point de vue juridique, l'État ne pourrait pas. Parce que vous avez vos capacités de production. Absolument. Oui. On ne peut pas imposer à une petite et moyenne entreprise une quantité à mettre sur le marché, alors qu'il y a d'autres entreprises beaucoup plus fortes. D'ailleurs, persévérant, j'espère que vous ne faites pas marketing. Le plus souvent, la production dépend de la demande. Si vous avez une demande d'unité, vous fabriquez une unité. Absolument. Si vous avez une demande de millions d'unités, vous essayez de les satisfaire, de la satisfaire. Absolument. J'espère que j'ai répondu à cette question. Bien sûr. René Auguste, quelle sera la limite entre la préférence nationale et le libre-échange des biens et services dans l'espace UEMOA? Par exemple, si nous ne sommes pas compétitifs. Je ne sais pas si vous avez compris cette question ou pas. Qu'est-ce qu'elle on va prendre la première question. Parce que j'avais posé une première question, monsieur.
On a vu le C'est normal parce que comme on est à l'origine de ce mal, normalement, on doit nous demander de réparer le mal qu'on a causé. Donc l'entreprise qui est à l'origine de cette concurrence déloyale sera condamnée à l'octroi de dommages et intérêts. En plus, la décision que le tribunal a rendue, on l'appelle un jugement, le tribunal peut ordonner à ce que le jugement soit publié par voie de presse. D'accord. Et cette publication poursuit deux. Et ça se fait dans quelle presse? Le journal officiel ou bien dans la presse quotidienne, n'est-ce pas? On prend l'exemple d'un journal qui a un grand lectorat. Dans ce cas, on peut demander à ce que le jugement soit publié dans ce journal. Alors, également, le tribunal peut dire que l'entreprise qui est à l'origine de cette concurrence déloyale est
appelé à retirer le produit du marché. Je vous donne l'exemple. Il y a un moment, il y avait 2 laits au Sénégal. Il y avait Vitalait, à côté duquel il y avait Cowbell. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me rappelle très bien. À ce moment, j'étais dans le secteur. Ok. Cowbell avait un emballage qui était presque le même que celui de Vitalait. Même le logo. Le logo, les couleurs, tout cela. À tel point que les gens la prennent Vitalait pour ça. Absolument. Donc c'est ça qu'on appelle la confusion. Maintenant, quand le tribunal s'est saisi de la question, en tout cas, il a été saisi, le tribunal a ordonné à ce que le lait soit retiré. Parce que cette confusion, elle doit cesser. Et ça, c'est pour vous montrer que quand il y a concurrence déloyale, le tribunal peut demander à ce que... Est-ce que le préjudice a été réparé? Le préjudice, on doit donner à l'entreprise victime un montant qui va être considéré comme des dommages et intérêts. Et maintenant, si le préjudice, c'est la fermeture. Parce que j'ai vu une entreprise ici qui a été victime jusqu'à même arriver à fermer. Dans ce cas, il appartient au tribunal d'apprécier l'ampleur du dommage et par conséquent fixer le montant des dommages et intérêts. Par exemple, si c'est vous qui êtes la victime, vous allez demander comme dommage et intérêt 500 millions. Okay. Si je demande 500 millions, alors mon personnel également qui est licencié demande et encore derrière moi. Tout cela doit être pris en compte pour évaluer le montant qu'on doit allouer à la victime à titre de dommage et intérêt. Il sera très difficile d'évaluer. Absolument. Surtout quand vous parlez des salariés, mais également du marché futur. Absolument. Ils vont perdre leur emploi, par ricochet, ils vont perdre leur salaire, et psychologiquement, ils seront affectés. Tout cela, on doit le prendre en compte avant de déterminer le montant qu'on doit allouer à la victime. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour des questions, mais c'est simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vraiment, nous vous remercions de cette présence d'abord, de cette présence et de la pertinence des réponses apportées à nos questions. Monsieur Samb, le dernier mot? C'est moi qui vous remercie, je sais, de l'occasion ô combien importante que vous m'avez offerte. Et vous m'avez offert aussi l'occasion de parler à ceux et celles qui me sont très chers. Vous allez parler de mes étudiants. Parce que depuis hier, dès qu'ils ont entendu ou bien vu l'invitation, ils ont essayé de me contacter et tout cela me va droit au cœur. Je ne sais pas comment le dire ou bien comment faire pour le témoigner de ma profonde gratitude. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci également à vous qui êtes à l'origine de cette occasion. Je vous en remercie. Merci, M. Samb. Marketing TV, qu'est-ce que vous pensez de notre depuis hier, j'ai dit que c'est une très très noble initiative. Oui, c'est ça. Et je ne peux que lui souhaiter bon vent. Je ne peux que vous souhaiter tout ce qu'il y a de beau et de bien. De manière à ce que cette jeune chaîne, on puisse l'entendre partout à travers le monde. Qu'elle soit une chaîne connue et reconnue de tout le monde. En tout cas, vous avez mis en place une belle initiative et véritablement, on doit vous en féliciter. Merci. C'est votre télévision. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Si vous avez des collègues qui veulent également venir partager leur connaissance, leur savoir avec nos étudiants, avec les Sénégalais, vraiment, ils sont les bienvenus parce que c'est aussi notre devoir sur les nouvelles technologies. Vraiment, nous pouvons aujourd'hui partager nos connaissances avec nos jeunes frères, mais également avec nos collègues parce que si nous mourons également, nous partirons avec nos connaissances et avec ça, nous avons la possibilité de laisser beaucoup de savoir sur Internet. Merci, M. Samb, merci à vous. Madame Samb, nous vous saluons. Merci, M. Samb. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà, on va se quitter avec la musique de Baaba Maal. Voilà. C'est bon. Merci. Oui, il va revenir, René. Il va revenir. On va parler de